Mon prof de géographie m'appréciait beaucoup. Il était certain que j'étais français comme lui. Et comme j'étais un bon élève, je pouvais lui parler, il ne me considérait pas comme les autres élèves. Et je me souviendrai toujours de sa stupéfaction quand les Allemands sont arrivés et qu'il a appris que j'étais juif. Le 14 mai 1940, la France est envahie par l'Allemagne. Et un gouvernement de collaboration s'installe à Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Le gouvernement de Vichy agit selon les ordres du parti nazi et applique ses lois raciales contre les Juifs en métropole et dans ses colonies nord-africaines. Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, on enlève aux Juifs leur citoyenneté et ils sont éloignés des centres de pouvoir, renvoyés de leur poste dans l'éducation nationale. Hitler ne s'intéressait pas à la Méditerranée. Il a abandonné l'Afrique du Nord à Vichy et à Pétain. Il avait raison en un sens car les Français faisaient bien leur travail. Ils appliquaient très sévèrement les lois raciales dans les villes. Et en 1941, ils ont voté une loi qui obligeait les Juifs des quartiers français à quitter leur résidence pour aller vivre dans le Mellah, le ghetto juif marocain. Je pense que les Juifs marocains ont le moins souffert de la guerre. Le Maroc a été conquis en 1912 par les Français. L'antisémitisme européen n'était pas bien implanté. La population européenne n'était pas très importante. En fait, aucun sujet juif marocain du sultan n'avait reçu la citoyenneté française avant 1939. La communauté juive du Maroc était très importante. En fait, c'était la plus grande de toutes les communautés des pays arabes en général et spécialement en Afrique du Nord. À l'époque, il y avait 250 000 juifs au Maroc. Et si on leur avait donné la nationalité française, la présence française serait devenue présence juive et personne ne l'aurait acceptée. Il y avait des Juifs qui s'arrangeaient très bien avec les Arabes. Par exemple, ils nommaient un Arabe comme PDG de leur société. Ils pouvaient ainsi continuer à travailler et ils versaient une commission à l'Arabe en poste. La question de savoir si oui ou non le roi du Maroc a aidé les Juifs, le fait est qu'il a obéi et signé les ordres. Qu'il ait fait cela sous la force ou librement, nous ne le saurons jamais. Déjà à l'époque, il y a eu des divergences entre les chercheurs. La question reste ouverte, mais les faits sont là. Il a signé les ordres. Il est impossible d'en savoir plus ni de comprendre, mais le fait est que les Juifs n'ont pas été touchés pendant cette période. Et les Juifs du Maroc et de Tunisie ont continué à vivre plus ou moins comme avant, mais avec les restrictions des lois raciales de Vichy. Dès le début du nazisme en Allemagne, fin des années 30, des réfugiés juifs rejoignent le Maroc pour émigrer en Amérique. Le gouvernement français les enferme dans des camps, dans des conditions très dures. Au début, la communauté juive du Maroc les aide spontanément. Puis elle développe un système organisé qui aide, supporte et assiste les réfugiés juifs. Un jour, mon beau-père a vu à la synagogue un gosse de 15 ans. Il était là seul et triste. Le gosse était seul et triste, mal fagoté, triste à mourir. Il ne disait rien. Mon père lui a demandé ce qu'il avait. Il lui a dit que son père avait été tué, que sa famille avait été déportée dans les camps. Les réfugiés ont commencé à arriver au Maroc dès 1930, surtout des Juifs allemands. Il y avait des réfugiés de Belgique, de Pologne, de partout. 10, 15 ans. La plupart étaient très jeunes. Ils ne savaient pas où étaient leurs parents qui avaient été déportés dans des camps. Eux s'étaient échappés sans nourriture, sans rien. Notre rôle était de leur trouver des laissez-passer pour l'Amérique, pour qu'ils aient un endroit où aller.
Les Juifs qui partaient pour l'Amérique sans papier étaient refoulés. Pourquoi le Maroc? C'était sur la route vers l'Amérique, la porte vers l'Atlantique. Ils ont été des milliers d'immigrants juifs à fuir. Certains réfugiés avaient des passeports. Certains non, et là c'était tragique. Quand la guerre a débuté, les Français les ont internés. Ils ont été un gentil garçon qui venait chez nous. Ils l'ont interné dans un camp. Il nous a écrit qu'il souffrait beaucoup. Il lui avait fait creuser sa tombe et jeter dedans, comme s'il était déjà mort. Il refusait de manger. Il était religieux et ne voulait pas manger non cachère. Nous pensions qu'il allait nous revenir très mal en point. Il s'était cassé une jambe. Il est revenu gonflé à bloc, plein d'espoir. Il disait que personne ne pourra briser les Juifs. Le 3 octobre 1940, une fois les lois de Vichy votées, les Juifs algériens perdent leur citoyenneté française. Environ 120 000 Juifs, qui jusque-là s'étaient sentis français à part entière, furent renvoyés des postes influents ou de bureaux gouvernementaux. Les médecins et les avocats ne peuvent plus pratiquer. Un numerus clausus est imposé aux étudiants et professeurs juifs dans l'éducation nationale jusqu'à ce qu'ils soient bannis. La communauté a dû s'adapter. Ils ont pris les profs et les élèves et ont créé une école. Comment fonctionnait-elle? Au début, on enseignait dans les magasins et les ateliers juifs, plus tard dans des appartements privés en Algérie. Les profs et les élèves juifs venaient dans ces appartements ou ateliers et ils étudiaient. Plus tard, on a créé le lycée Émile Maupas, créé par les Juifs avec des profs juifs, dans une maison qui avait été même un bordel. Il y avait là des petites chambres qui sont devenues des classes, le tout dans un quartier chaud. Cela demandait aux enfants de traverser des rues remplies d'Arabes. Je lui ai demandé, que veux-tu dire? Nous ne sommes plus français? Je n'ai pas parlé de toute la journée. J'ai quitté l'école, je ne voulais voir personne et je me disais le long du chemin, plus français? Alors quoi? Juifs indigènes? Comment? Pour moi, les indigènes, c'était les Arabes. Je ne suis pas arabe, je ne veux pas l'être. Je me suis dit, il ne te reste qu'une chose à faire, te suicider. En 1942, rien n'était militairement conclu entre les forces britanniques et les soldats de l'Axe. En octobre, l'armée allemande du maréchal Rommel atteint El Alamein à la frontière égyptienne. Les Alliés comprennent que pour envahir l'Europe par le sud, il leur faut tout d'abord conquérir l'Afrique du Nord. Ils déclenchent l'opération Torche. En novembre, après une dure bataille contre les pétainistes, les Américains prennent le Maroc. En Algérie, les Américains sont en contact avec la résistance soutenue par l'armée de la France libre du général de Gaulle. Les Juifs algériens le considèrent comme leur leader et se considèrent eux-mêmes comme Français. Par contre, les Français d'Algérie lui préfèrent le maréchal Pétain, ce qui explique que la plupart des résistants français étaient juifs. L'opération Torche sous le commandement du général Eisenhower débute le 8 novembre 1942. Le samedi, j'ai été convoqué par le colonel Jousse, à l'époque, qui était le commandant militaire de la place d'Alger. Et là, j'ai reçu un ordre de mission. Durant l'opération militaire qui avait pour but de libérer Alger, un groupe de jeunes éclaireurs juifs, les EI, a occupé la villa du commandement en chef des forces de Vichy. Dans la nuit du 8 novembre, les sirènes ont hurlé dans la ville. On a dû descendre aux abris.
Mon père nous a demandé de nous presser. Soudain, au milieu des escaliers, tout le monde s'est précipité dans les escaliers. Tous les habitants de l'immeuble de 7 étages. Les ascenseurs ne fonctionnaient plus. Ma mère a dit à mon père, « Oh, et mon fils Paul qui n'est pas là !» Mon père lui a demandé de se taire. Il lui a dit, « Je t'expliquerai plus tard. » Au lieu de trouver une cinquantaine de garçons, comme on m'avait dit, j'en ai trouvé une douzaine. Et ils étaient habillés un peu de bric et de broc, avec un brassard simplement. J'ai su par la suite qu'il y avait de l'entraînement physique, en tout cas, à une salle de gymnastique qui s'appelait la salle Géogras. Ils ont choisi un prof non juif pour diriger le club. Ils l'ont pris pour diriger ce club. C'était son nom, Géogras. Ils ne voulaient pas prendre un juif pour être mieux couverts. C'est dans cette salle qu'ils ont construit des doubles cloisons. C'est mon père qui les a construites. Et ils y ont caché des armes. Quand le prof de boxe, Géogras, quittait la salle, les membres de la résistance se réunissaient. Ils ont acheté beaucoup d'armes. Quant à eux, ils n'avaient aucune formation militaire, ne savaient pas se servir d'un fusil, sauf, m'avait dit l'un d'entre eux, quand je suis allé chasser la grive. C'était le seul maniement d'armes qu'ils connaissaient. Comme elle l'avait promis aux Américains, la résistance a pris tous les postes stratégiques de la ville le 8 novembre au matin. Le soir, le groupe de scouts juifs, les Ze'i, contrôle le commissariat de police, la mairie et la poste et attend les Américains qui ne viennent pas. Mon frère est arrivé à midi. Il était armé, il avait des grenades. Mon père lui a demandé « Que se passe-t-il » Et mon frère a dit « Je ne sais pas, il n'arrive pas. » Les Américains, en débarquant à Sidi Péruche, se sont dirigés vers Alger. Ils pensaient se trouver en milieu tout à fait hostile, ce qui n'a pas été le cas. Les Américains se sont très mal comportés. Ils avaient promis d'intervenir dès que les postes étaient pris. Ils étaient pris, mais eux ne venaient pas. Et ils étaient un peu décontenancés d'avancer sans rencontrer la moindre résistance. Il a fallu les tirer par la manche pour les dire « Si, avancez, on vous attend. Les troupes de Vichy sont neutralisées par la résistance locale. » L'opération de la résistance a permis en définitive aux forces américaines d'occuper Alger sans subir la moindre perte. Monsieur Aboulker était communiste et il dirigeait la résistance. Il était tellement loin du judaïsme que même maintenant, quand quelqu'un essaie de rendre ses faits plus sionisantes, il s'énerve. Tous ces Aboulker ont toujours insisté pour que ce soit un mouvement de résistance français dans lequel il y avait évidemment des juifs qui ont pris une part prépondérante, c'est vrai. Il n'y avait pas de musulmans, il y avait peu de pieds noirs européens, disons, mais ils ont toujours refusé, ils ont dit « Nous sommes citoyens français et c'est en tant que citoyens français que nous nous insurgeons contre le régime de Vichy pour faciliter le débarquement des Alliés. » Ce n'est pas un mouvement juif. Ce n'est pas vrai. Ils s'appelaient eux-mêmes Groupe de défense juif. Cela a toujours été une cause de dispute. Tout le monde disait qu'ils étaient français. Ce n'est pas vrai. En novembre 1942, et avec l'aide de la résistance juive, qu'on peut réellement appeler comme cela,
Les Alliés libèrent l'Algérie et le Maroc du gouvernement de Vichy. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Hitler envoie ses troupes en Tunisie. Nous écoutions la radio tout le temps. Je cachais le poste sous mon lit. À 5 heures du matin, j'ai entendu le premier message. Franklin arrive. Franklin arrive. C'était incompréhensible. 1 heure après, on a reçu des précisions. Les Américains avaient débarqué au Maroc. En Tunisie, on était très heureux. On attendait les Américains. On a attendu. Pas le moindre Américain en vue. Ils ne sont pas venus. Et qui vient à la place? Les Allemands. Rommel et les autres officiers allemands ont tout de suite compris ce qui allait arriver. Ils savaient que s'ils n'arrêtaient pas les Alliés, ils seraient pris en tenaille. Et le 22 novembre, les Allemands prenaient la Ouina, l'aéroport de Tunis. Nous avons entendu que le bruit des canons s'éloignait. Et nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Je me souviens, nous jouions aux cartes et nous avons dit, les Américains reculent. Durant leur avance sur le front ouest, les forces alliées font face à une opposition allemande très forte, dans des conditions extrêmement dures, dues à un hiver rigoureux. Il faudra 6 mois aux forces d'Eisenhower pour atteindre la Tunisie. Les Allemands sont plus rapides que les Américains. Ils sont arrivés en Tunisie et quelques jours après, nous les avons vus défiler dans nos boulevards. Les soldats, boum, boum, boum. Et nous entendons les pas des soldats qui défilaient. Ils avaient au cou le sigle de la Kommandantur et portaient les insignes SS. Ils étaient effrayants. Bon, en fait, le commandant SS en Tunisie était Walter Rauff. C'est lui qui avait inventé le système des camions à gaz dans lesquels on gazait les Juifs. Ce n'était pas un simple soldat ni un novice, c'était bien un expert qu'on envoyait pour exterminer les Juifs. En fait, il commandait toutes les opérations relatives à la politique allemande vis-à-vis des Juifs. Il est important de savoir que c'est la première fois que nous avons en Tunisie un vrai recensement des Juifs, dans lequel les Juifs sont séparés du reste de la population et traités à part. Pourquoi les Juifs? C'est une très bonne question, qui montre que leur intention était claire. Il s'agissait de la solution finale pour tous les Juifs. Quand Walter Rauff entre en Tunisie, il distribue des tracts en 3 langues qui intègrent les Juifs tunisiens dans le complot juif mondial. Les accusant d'être responsables de la guerre et disant qu'ils doivent payer pour les souffrances causées. En d'autres termes, les Juifs ont déclancé la guerre, ils doivent en payer les dommages. Le soi-disant gouverneur arabe, le bey de Tunis, il considérait les Juifs comme ses sujets, pas comme des Français. Le bey Ahmad, qui meurt en 1942, a détourné les lois anti-juifs pour aider certains juifs qu'il avait aidés durant son protectorat. Il a fait ça pour 2 juifs, le docteur Nataf, un oculiste, et Paul Guez, qui va être nommé plus tard directeur du Judenrat de Tunis. C'est intéressant. Ces 2 personnes n'ont pas subi les lois anti-juives. Le deuxième point,
et que quand le bey est décédé, son fils Moussé Bey l'a remplacé. Celui-ci n'a pas trouvé mieux que d'honorer 20 juifs. Il a choisi l'année 1942 pour honorer des juifs. Il a trouvé la bonne année pour faire ça. Il s'agit de toute évidence d'une forme de provocation officielle. Durant le régime de Vichy, des lois anti-juifs sont appliquées, le recensement des juifs avec. En 1941, et ce, avant l'occupation allemande, on a obligé tous les juifs d'aller se faire recenser à la mairie. Et ces documents aideront ensuite les Allemands à mettre la main sur les juifs. Et surtout les biens juifs, à commencer par les biens les plus triviaux, comme des radios, des matelas. L'armée allemande n'avait pas de logistique, pas d'intendance, pas de vivres, ils ont même réquisitionné des voitures. Quelques jours après, on a vu sur les murs des affiches qui demandaient aux juifs de donner leur voiture. Ce sont des Français qui, brutalement, ont réquisitionné nos biens. Ils ont collaboré avec les Allemands. Les Allemands ont même confisqué des produits alimentaires de base, car ils n'avaient pas de vivres pour leurs soldats, ni aucune infrastructure qui leur permettait d'en recevoir. Ils se sont donc servis chez les Juifs. 2 Arabes et 2 Allemands sont venus chez mon père. Ils voulaient